Il suffit de 3 secondes à un public pour savoir s'il veut continuer d'écouter un message, et de seulement 7 mots pour classer l'orateur dans une catégorie socio-professionnelle sans se tromper. Et pourtant, la majorité des orateurs aujourd'hui et de ceux qui vont passer un message par l'art du discours ne se préoccupent pas tant du début, mais plutôt des arguments, de la manière de les amener et de tout ce qui suit le commencement. Mais si le commencement dicte le discours, il faut bien réussir, puisque de rater son entrée, c'est condamner le reste de son message à ne pas être écouté, entendu ou compris. Nous allons voir aujourd'hui ce que l'on appelle l'exorde, c'est-à-dire le commencement du discours chez les Grecs, la première des parties classiques du discours qui vont réussir à faire en sorte que notre message amène notre public d'un point A jusqu'à un point B. Et la première étape, c'est de réussir à commencer son discours. L'exorde vise à une chose, un principe fondateur, extrêmement difficile à saisir, peut-être parfois dur, mais qui est nécessaire, c'est la docilité de l'auditoire. C'est-à-dire de mettre son public dans la disposition où il comprend clairement l'objet du discours et accepte de suivre son raisonnement. Une forme de passivité, d'oisiveté du public qui va accepter, écouter et prendre en compte ce que l'on dit sans objecter, sans réfuter, sans attaquer les idées et les principes. Et cette docilité, cet objectif primordial de l'exorde s'obtient avec 3 manœuvres. Capter l'attention pour être entendu, capter l'intérêt pour être écouté et capter la bienveillance pour être compris. Arrêtons-nous 2 secondes sur cette escalade, ce ne sont pas 3 parties qui ont la même puissance, la même importance. Ce sont 3 parties qui se suivent et qui obtiennent une gradation de la passivité, de la docilité de notre auditoire. Elles sont nécessaires. D'abord, on est entendu, ensuite on est écouté et enfin on est compris. Nous ne sommes pas compris avant d'être entendus, ni même écoutés avant d'être entendus. C'est une suite logique et c'est après avoir réussi à obtenir la compréhension, le fait d'être compris par notre auditoire, que nous obtenons la docilité totale et que nous allons argumenter. On ne commence jamais un discours en argumentant, on commence par mettre notre auditoire dans la position pour laquelle il sera le plus favorable à recevoir ce que nous allons lui donner. Rentrons donc dans le vif du sujet, capter l'attention, la première des manœuvres. Il y a une composante de forme et une composante de fond. C'est ce qui la distingue tout d'abord des autres captations, puisque étant la première, la forme dicte le message. Et on va commencer par la forme, puisqu'elle frappe en premier. Il faut absolument éviter ce que l'on appelle le syndrome du visage balafré, concept inventé par le professeur de rhétorique de l'Université de Genève, Sylvain Marchand. Le visage balafré, c'est une forme un peu maladroite d'expliquer que lorsque l'on se voit présenter quelqu'un avec une énorme balafre sur le visage, jusqu'à ce qu'il nous prouve qu'il n'est pas un dangereux criminel, notre impression va être celle d'un dangereux criminel. C'est-à-dire que avant même de l'avoir entendu, de connaître son passé ou bien simplement de savoir l'origine de cette balafre, nous le catégorisons. Rappel des 3 secondes et 7 mots qui catégorisent une prise de parole. Il faut éviter donc le visage balafré, c'est-à-dire de créer une balafre mémorable sur notre discours, puisque certaines personnes, comme pour les gens qui ont des blessures au visage, s'arrêteront sur la première impression de notre discours et n'iront pas plus loin. Alors qu'est-ce qu'une balafre? Et on va très vite enlever ce mot qui péjore un peu l'apparence physique, mais qu'est-ce qu'une balafre en rhétorique, en forme? Eh bien, c'est une voix tout d'abord très faible. Prenez l'exemple d'une discussion au café avec vos amis. La discussion est assez forte, vous entendez de part et d'autre vos amis se répondre, l'un dit ci, l'autre dit ça, ils se répondent. Vous écoutez la conversation mais vous n'êtes pas encore rentré dedans. Il est temps pour vous de rentrer dans cette conversation. Et si vous glissez simplement un petit « et moi je pense que », vous le savez d'instinct, vous n'êtes pas entendu. Le volume de parole des autres, le débat étant assez sulfureux, est trop élevé pour que la simple énonciation d'un mot puisse capter leur attention. Il vous faut donc parler plus fort que la moyenne. Et c'est ce que vous faites naturellement dans les conversations. Et c'est ce que vous ferez pour votre début de discours. On dit toujours le plus clairement et le plus fortement possible sa première phrase. Alors comment quantifier la force, le volume avec laquelle il faut parler sa première phrase? Parce qu'il n'est pas question de hurler. Il est question de parler juste un peu plus fort que le volume socialement inacceptable auquel vous pourriez aller.
Vous savez que si vous parlez de cette manière, c'est socialement acceptable. Vous savez que si vous parlez comme ça l'est un peu moins. Et il y a une manière, à un moment donné, de parler qui est tout juste inacceptable, mais qui n'est pas encore hurlée. Eh bien, c'est cette forme-là que je veux que vous preniez pour votre première phrase. Rappelons que plus le volume est bas, plus la concentration de l'auditoire est nécessaire, tandis que plus le volume est haut, plus l'auditoire reçoit facilement les informations. Parler plus fort, avoir un plus grand volume pour la première phrase, va également vous aider à conserver un volume acceptable pour une prise de parole à la suite. Les orateurs ont l'habitude de commencer et puis de baisser petit à petit à force de timidité et de peur. C'est tout à fait normal. Mais si vous commencez légèrement plus haut et que vous baissez, vous serez toujours plus haut que le niveau que vous auriez utilisé si vous étiez timide. Vous commencez plus haut et vous redescendez, cette fois-ci, au niveau normal. Enfin, la deuxième composante de forme, c'est l'énonciation, l'élocution, c'est-à-dire de n'absolument pas bégayer ou hésiter sur sa première phrase. Vous remarquerez, à force de prendre la parole en public, qu'il y a des phrases, des arguments, des passages de son discours que l'on oublie volontiers et surtout pour lesquels on se réserve le droit d'improviser. Nous n'improvisons jamais la première phrase. S'il faut la relire 6 fois de suite avant de prendre la parole pour être bien sûr de la prononcer parfaitement, il faut la prononcer parfaitement. Si je commençais cette vidéo en bégayant, eh bien, vous ne seriez déjà plus ici à m'écouter. Le risque est d'autant plus fort que si vous appliquez le premier conseil, c'est-à-dire d'avoir un volume de parole assez élevé, vous allez amplifier l'humiliation. Si je commence avec un volume extrêmement élevé et que je bégaye, eh bien, je ne fais que me faire souffrir d'autant plus fort. C'est le risque de la captation d'attention. Lorsqu'on en attire l'attention sur soi, il faut réussir à en faire quelque chose de bien. Enfin, une petite entrevue sur le langage non verbal. Le langage non verbal est infiniment complexe à expliquer et surtout à enseigner par vidéo, presque impossible. Je vais donc user d'une analogie assez simple pour vous expliquer, pour cet exorde et cette captation d'attention, comment stabiliser simplement votre manière de parler en langage non verbal. L'analogie, c'est celle des 0,5 secondes d'inconscience entre le cerveau qui comprend une chose et le corps qui se met en mouvement. Lorsqu'un signe arrive en face de vous, le signal électrique passe 0,5 secondes entre les yeux et le cerveau. C'est-à-dire qu'il y a une demi-seconde d'inconscience neurologique. Et ce qui nous intéresse ici, c'est qu'en parlant plus fort, en ne bégayant pas et en ayant ce langage non verbal, on frappe dans ces 0,5 secondes d'inconscience. Le geste se fait, le mot suit, la voix est claire, il est impossible de ne pas capter l'attention. Que vous bougiez, que vous utilisiez grandement vos mains ou pas à la suite, ce n'est pas tant important que ça. La question est vraiment de marquer l'esprit presque instinctivement lors de ses premières phrases. Donc, l'orateur va s'ancrer dans le sol et ne pas bouger. Et évidemment, il faut utiliser de ses mains. Et lorsque je dis de ses mains, ce n'est pas simplement une main. On voit très souvent les orateurs romains, grecs, antiques, dépeints avec une seule main dans le vent, avec un grand geste de la main, etc. Mais que fait celle-ci? Le problème, c'est que de n'utiliser qu'une seule main, c'est se restreindre beaucoup de mobilité physique. Si ma main est très longue à droite et que je veux faire un petit geste pour accompagner un petit mot, eh bien je suis obligé de revenir et de faire ce geste avec ma main droite, ce qui prend beaucoup d'énergie et ce qui est peu élégant. Également, de baisser ses mains, c'est à chaque fois se risquer à non seulement frapper sa table, mais aussi à beaucoup plus bouger que nécessaire pour faire des gestes avec ses mains. Voilà, j'ai tapé ma table. Nous avons traité de la forme de cette première partie. Il est maintenant question de traiter du fond, c'est-à-dire de quoi on parle, puisque la rhétorique use moins de mots et plutôt d'un langage. C'est-à-dire que peu importe de quoi vous parlez ou de quelle manière vous le dites, il faut réfléchir à certaines composantes de sens. Chaque mot ne fait jamais que dicter vers un sens. De dire durable ou immarcessible revient à la même chose si le terme est compris. Les deux veulent dire la même chose. La captation d'attention sur le fond repose sur 3 choses. La chose importante, la chose nouvelle, la chose extraordinaire.
Évidemment, ces trois leviers peuvent être combinés. Il peut y avoir une chose importante et nouvelle, une chose nouvelle et extraordinaire, une chose importante et extraordinaire. Tout d'abord, la chose importante. C'est celle qui dit ce qui ne souffre d'aucun report, c'est-à-dire celle qui s'intéresse à des intérêts qui dépassent le particulier. Les enjeux moraux, sociétaux, éducatifs, politiques, intellectuels. Il faut nommer explicitement l'enjeu, élargir le cadre dans lequel il prend place et potentiellement en contraster la valeur. Un exemple pour finir d'illustrer. Vous ne connaîtrez jamais le bonheur sans avoir la réponse à cette question. Ou bien, fameuse entrée de Victor Hugo, « Je ne suis pas de ceux qui croient que l'on peut détruire la souffrance, mais je suis de ceux qui croient que l'on peut détruire la misère. » Dans cette seconde phrase, nous voyons les enjeux importants, la misère, la souffrance, le terme de destruction. Maintenant, passons aux choses nouvelles. Ce sont celles qui attirent l'attention par leur curiosité, qui rompent avec l'attendu. L'idée étant de proposer quelque chose de novateur. Typiquement, lorsque vous voyez sur les réseaux sociaux ou dans les journaux habituels, l'intelligence artificielle va révolutionner le marché. C'est une chose nouvelle, c'est une innovation technologique. Elle peut être créée, cette nouveauté, par une création, évidemment. Nous avons résolu le problème de la distance et créé celui de la proximité. Ou bien par un contraste. Contraste étant celle de la révélation entre ce qui a toujours été compris et ce qui en vérité existait. Par exemple, on vous a toujours dit que réussir, c'était travailler plus, mais dans la plupart des cas, réussir, c'est travailler moins. Enfin, pour ce qui est des choses extraordinaires, ce sont celles qui, proprement, sortent de l'ordinaire. Il faut penser aux médias, les journaux, les presses, toutes ces petites interventions, tous ces éléments qui sortent de l'ordinaire. Un champion suisse a réussi le plus grand salto de l'histoire. C'est une chose extraordinaire. Elle n'est pas forcément importante, puisque le salto ne va pas refaire les grands enjeux de la civilisation. Mais elle sort de l'ordinaire. Et l'ordinaire, ce peut être l'héroïsme, le rare, mais ce peut aussi être le scandaleux, l'ignoble. Il faut bien aussi se rendre compte qu'il y a des degrés d'extraordinaire, puisque ce qui sort de l'ordinaire se réfère à ce qui est conçu comme ordinaire. Le fait de sortir de son couvre-feu, de dépasser son heure de rentrée pour un adolescent est extraordinaire. Tandis que pour Hercule, tuer le lion de Némée était ordinaire, puisqu'il avait 11 travaux par la suite. Voici donc quelques exemples assez savoureux à dire. Le roi Tenko meurt assassiné par un fermier à qui il avait volé ses concombres. L'empereur Maximilien Ier meurt d'une consommation excessive de melons au retour de la chasse. À 3 mois du G7, la ville reste dans le flou par rapport à son dispositif de sécurité. Voici donc, en somme, comment capter l'attention. Il y a la composante de forme, éviter le visage balafré, et la composante de fond, parler d'une chose importante, nouvelle ou extraordinaire. Peu importe laquelle, peu importe dans quel terme, il faut réfléchir à si le premier propos que nous proposons est bien important, nouveau ou extraordinaire. Nous avons capté l'attention, nous sommes désormais entendus. Mais être entendu ne veut pas dire être écouté. Rappelons-nous du film Revolver de Guy Ritchie. L'homme avisé se pose toujours une question, qu'est-ce qu'il y a dedans pour moi? What's in it for me? Et c'est celle à laquelle il faut réfléchir le plus longuement. La captation d'attention est une proposition. Nous proposons à notre public, nous proposons à ceux qui sont devant nous quelque chose. Important, novateur ou extraordinaire. Mais nous le proposons. Lorsque nous captons l'intérêt, nous voulons être écoutés et nous voulons que notre public comprenne qu'il a quelque chose à tirer de notre proposition. L'intérêt, c'est ce qui importe à la personne. Ça peut être personnel, institutionnel, moral, par rapport à ses proches, peu importe. Mais il y en a deux formes. Il y a le gain. Celui qui comprend l'enjeu civilisationnel pourra réussir à avoir un meilleur futur pour ses enfants. Le gain est le futur des enfants. Et il y a l'éloignement d'un préjudice. Vous ne trouverez jamais le bonheur sans avoir la réponse à cette question. Donc, si vous n'avez pas la réponse à cette question, vous ne trouverez jamais le bonheur. Et si vous avez la réponse à cette question, vous trouverez le bonheur. La captation d'intérêt vient directement se greffer sur les choses que nous avons abordées en captation d'attention. Si nous parlons d'une chose importante, nous allons montrer comment elles peuvent servir ou desservir si elles sont comprises. À nouveau, celui qui comprend l'enjeu civilisationnel pourra réussir à avoir un meilleur avenir pour ses enfants. C'est une compréhension d'un enjeu sociétal, intellectuel. Pour la chose nouvelle, il faut retenir la maxime « les premiers arrivés sont les mieux servis »,
Les derniers arrivés payent les pots cassés. L'intérêt de la nouveauté est celle de prendre de l'avance. Et donc, évidemment, si l'on arrive en retard, on n'a plus cette avance, au risque même d'être dépassé. Et pour les choses extraordinaires, puisqu'elles sortent de l'ordinaire, il faut montrer en quoi on peut les reproduire ou l'on ne doit pas les reproduire. L'assassinat de Naël par la police française est une chose extraordinaire, et un discours pourrait commencer « Si nous ne voulons pas que l'assassinat de Naël se reproduise sur les autres enfants, nous devons, etc. etc. » Ou bien la chose extraordinaire, Mozambique, joueur genevois, a réussi l'exploit en Coupe du Monde. Voyons comment son exemple peut produire une nouvelle génération de footballeurs genevois. La captation d'intérêt revient donc à donner le plus important, le plus efficace directement. Enfin, traitons de la captation de bienveillance. Et il y a une distinction à faire entre les deux premières et cette dernière. Imaginons que nous prenions un livre écrit en espagnol alors que vous ne parlez que français. Et si vous parlez français, imaginez-le en chinois. Et si vous parlez chinois, imaginez-le dans une autre langue. Vous ne pouvez pas comprendre ce livre. Maintenant, imaginons que le livre soit en français, mais qu'il traite de quelque chose qui ne vous intéresse pas. Vous cherchez de la physique quantique et le livre traite de recettes de cuisine. Vous pouvez le comprendre au niveau de la langue, mais vous ne pouvez pas le comprendre au niveau de l'intérêt. Ce n'est pas dans votre sphère d'intérêt, vous n'allez pas lui accorder d'intérêt, vous n'allez pas l'écouter, donc vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il y a dedans. Maintenant, imaginons que le livre soit en français, qu'il traite de physique quantique quand vous voulez parler de physique quantique, mais imaginons qu'il traite d'une physique quantique d'un bord politique que vous haïssez. Il traite bien de la physique en français, donc il capte votre attention. Il traite bien de la physique, qui est le thème que vous cherchez, donc il capte votre intérêt, mais il ne capte pas votre bienveillance. Donc vous ne voudrez pas le comprendre. Et la distinction est pharaonique d'importance. Si l'on ne capte pas la bienveillance, il n'y a aucune chance de réussir à convaincre ou persuader. Et l'on capte la bienveillance de 4 manières. La première, c'est en parlant de soi, en faisant valoir ses services, ses accomplissements, ce que l'on a réussi à provoquer pour le bien des autres. Si je vous dis qu'en tant que formateur à la rhétorique, j'ai aidé un jeune timide à prendre ses premières aises, à réussir à monter sur un concours d'éloquence et à faire rayonner une salle, eh bien je peux capter plus facilement votre bienveillance. Parler de soi, c'est aussi établir une connexion émotionnelle. L'étudiant qui porte le costume 3 pièces dans un petit amphithéâtre de première année de droit n'établit pas de connexion émotionnelle. Celui qui le porte semble vouloir la hiérarchie, la discipline. Peut-être qu'au fond, il cherchait simplement la liberté et que c'est sa manière de s'exprimer. Mais nous le catégoriserons. Nous n'avons pas de connexion émotionnelle, donc nous allons faire en sorte que cet étudiant se réfère à la chose la plus proche à laquelle nous pouvons penser. Et donc, nous ne lui accorderons pas de bienveillance. De même, et pour la rhétorique cette fois, si je vous dis que j'ai commencé en étant bègue, en étant humilié et que petit à petit je me suis amélioré, vous me reconnaîtrez plus simplement comme quelqu'un qui ne fait pas office d'un don, mais quelqu'un qui a travaillé sur ses failles. Et enfin, il y a évidemment implorer le secours, c'est-à-dire une proposition directe pour capter la bienveillance. On appelle au secours de son public. Si nous ne parlons pas de nous, nous parlons des auditeurs. Parler des auditeurs, c'est parler de leurs qualités ou de leurs actes. Le courage, la sagesse, la clémence, la hauteur sont des qualités. Rappelez-vous les fables de La Fontaine. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois, quelque chose du genre. Mais il ne faut pas être trop cynique et non pas trop flatteur non plus, puisque la flatterie, c'est complimenter dans le vent. Or, louer les qualités, ça suppose connaître ses qualités, donc connaître son public, connaître à qui l'on s'adresse. Et c'est aussi porter une forme de jugement favorable à l'avenir de ces personnes. Et parler de leurs actes, c'est en vérité faire état de l'estime qui les entoure, c'est-à-dire leur jugement passé, les actions qu'ils ont menées, l'importance que leur jugement pourrait avoir dans l'histoire. L'histoire vous juge et vous jugez l'histoire. Vous avez marché jusqu'ici, je continuerai avec vous jusque-là, par exemple. Mais si nous ne parlons ni de nous,
ni des auditeurs, alors nous pouvons parler de la cause. Et s'impose une mini-définition très rapidement. La distinction entre le sujet du discours, l'objet du discours et la cause du discours. Rapidement. Le sujet, c'est l'énoncé auquel on répond. Par exemple, l'uniforme à l'école. Imposer, supprimer l'uniforme à l'école. L'objet du discours, c'est la réponse que l'on donne. Imposer l'uniforme à l'école pourrait réduire les inégalités. Ou pas. Et enfin, la cause, c'est le fondement. C'est la prémisse morale, sociétale, intellectuelle, d'où naît l'objet. Et pour l'uniforme, ce serait parce que l'exclusion sociale doit être bannie de la société. Donc le sujet est toujours unique. On répond ou on ne répond pas à une question, mais elle est là. L'objet est multiple. Pour une même question, on peut répondre de différentes manières. Mais la cause, c'est-à-dire ce qui cause le discours, eh bien elle est infinie. Il y en a plein. Nous verrons dans d'autres vidéos que cette définition de cause peut être directement amenée à catégoriser les publics. Mais elle n'est pas importante ici. Pour capter la bienveillance en traitant de la cause, on va donc relever notre cause par des louanges adroites, c'est-à-dire relever ce que sous-tend le discours. Par exemple, être féministe n'est pas une affaire de femmes, c'est une affaire de citoyens. La rhétorique est une discipline humaine, donc une discipline qui tend vers l'infini. Et s'ouvre désormais à travers cette cause une partie un peu plus sombre de la rhétorique qu'il nous faut tout de même aborder, ne serait-ce que pour que vous compreniez quand elles sont utilisées à votre encontre. Il y a donc relevé avec des louanges à droite sa cause, mais il y a aussi abaissé avec un blâme la cause adverse. Le féminisme est une affaire de citoyens quand le masculinisme est une affaire de domination. En abaissant la cause adverse, nous relevons de naissance facilement notre cause particulière. Et cela m'amène sur la quatrième manière de capter la bienveillance. Si nous ne parlons pas de nous, si nous ne parlons pas des auditeurs, si nous ne parlons pas de la cause, nous parlerons des adversaires, en attirant sur eux la haine, le mépris ou la jalousie. Rappelons Victor Hugo. « Il me convient d'être avec les peuples qui meurent, je vous plains d'être avec les rois qui tuent. » Nous parlons des adversaires. Nous expliquons en vérité le lien de bienveillance par la maxime « L'ennemi de mon ennemi est mon ami ». La captation de bienveillance en discutant des adversaires, c'est d'être à côté du public, comme dans les mêmes rangs d'une armée, être le soldat à côté d'un autre soldat. Nous faisons front commun. Puisque nous faisons front commun contre des adversaires, eh bien nous sommes amis. Eh bien donc cette personne m'est bienveillante et donc je vais le comprendre. Développer un argument contre l'immigration avec comme cause le fait que le peuple français ou européen ne doivent pas s'éteindre n'attire pas la bienveillance. Être contre la migration parce que l'on ne veut pas que les immigrés souffrent dans un pays qui leur a promis de mauvaises choses, et donc qu'ils doivent rester en Afrique plutôt pour soutenir l'effort du pays et enrichir les pays africains, fonctionne sur certaines populations. Pourtant, les deux arguments sont les mêmes, reposent sur les mêmes bases. Et l'un ne capte pas la bienveillance, et l'autre la capte. Je ne vous enjoins pas à parler des adversaires, mais il faut comprendre quand cette technique est utilisée contre vous ou contre moi. C'est très rare qu'elle soit utilisée contre moi, mais ça peut arriver. Nous avons donc traité la captation d'attention, la captation d'intérêt, la captation de bienveillance. Nous avons donc de quoi faire un exorde complet. Il suffit de 7 mots pour que l'on vous range dans une catégorie, que l'on décide si vous valez la peine d'être écouté, et 3 secondes pour que l'on vous quitte. Cela veut dire qu'avant même la fin de ma première phrase, vous m'avez déjà jugé. Vous venez de le faire, là, à l'instant. Alors voici ce que je vous propose. La partie la plus importante de tout discours, c'est aussi la seule que personne ne travaille. Les premières secondes. On répète son argumentation, sa conclusion, ses transitions, et on improvise l'entrée, celle qui pourtant décide de tout le reste. Apprenez à commencer et vous n'aurez plus jamais à rattraper un public perdu. Ratez l'entrée et même le plus brillant des discours passera sa vie à courir après l'attention qu'il a laissé filer. Je sais à quel point il est difficile pour certains de réussir à prendre le courage, mais pour que ce courage ne soit pas détruit par le simple manque d'attention des premières secondes, voici que je vous offre l'exorde. Je vais vous apprendre à parfaitement commencer. Par exemple. Et je me permets quelques digressions en fin de vidéo pour vous donner quelques exemples ratés. L'exorde commun, c'est-à-dire l'exorde qui fonctionne devant tout auditoire, l'exorde qui n'est pas personnalisé.
Vous avez pris les choses très importantes, des intérêts très larges, une bienveillance très large, mais elles ne sont pas taillées à votre auditoire. Eh bien, elles fonctionneront beaucoup moins bien, voire pas du tout. Le méta-exorde. Désormais que vous connaissez l'exorde, il peut être très intéressant et parfois presque drôle de vouloir commencer en disant « Il faut que dans un exorde, nous captions l'attention ». Ne le faites pas, vous passez simplement pour des manipulateurs. Et puis, ce n'est pas ça la rhétorique. La rhétorique, ce n'est pas raconter ce que l'on doit raconter, c'est le raconter, le vivre. Et enfin, le plus difficile, mais le plus pernicieux des autres, c'est l'exorde narration. Et c'est un réflexe que beaucoup ont, c'est-à-dire de commencer par une jolie histoire. Et la jolie histoire viendra. C'est la deuxième partie du discours, c'est la narration. Mais elle ne doit pas commencer. Et je vous prie d'aller voir un peu comment commencent les premières phrases des grands romans, des grands contes. Blanche-Neige s'ouvre sur une reine qui se pique le doigt. Tout de suite, l'importance est donnée. La Belle au bois dormant commence en expliquant qu'un roi et une reine ne pouvaient plus avoir d'enfants, et donc cette situation est très difficile. C'est un exorde. La narration vient ensuite. Pinocchio s'ouvre sur une recontextualisation. Non pas il était une fois un homme, il était une fois un petit bout de bois. Ce n'est pas une histoire. On donne le plus important directement. Désormais, vous saurez comment construire un commencement de discours, comment structurer, réfléchir, développer ces premières phrases. N'hésitez pas à vous abonner et si vous avez aimé cette vidéo, il devrait y avoir quelque part ici la partie 2, directement la narration.